Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints dans la fraîcheur de cet amphithéâtre pour ce nouveau forum du savoir. Importance du microbiote dans l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires, tel est le thème de notre soirée. Et pour en parler, c'est le docteur Pierre Belle-Lassène qui a accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Et merci à vous pour votre présence. Alors, comme d'habitude, vous le savez maintenant, je trouve qu'il est intéressant de connaître un peu le parcours, comment se construit un parcours de chercheur. Et vous, Pierre, j'aimerais savoir, quand vous étiez encore tout jeune, lycéen peut-être, comment à quel moment avez-vous décidé de vous orienter vers des études de médecine ? Alors moi j'ai décidé à m'orienter vers les études de médecine effectivement au lycée. J'ai toujours été fasciné par la biologie et surtout par comprendre finalement comment fonctionne cette grande machinerie qu'est le corps humain. Et j'ai longtemps hésité entre aller vers la voie de la biologie ou la voie de la médecine, et puis le métier de la médecine m'attirait plus, donc j'ai choisi la médecine. Alors, vous le savez tous, alors, les études de médecine sont en train d'évoluer, mais vous avez vécu cette fameuse première année de médecine. Quel souvenir vous en gardez ? Eh ben j'en garde pas un si mauvais souvenir que ça. Voilà. Alors c'était dur, c'était le concours, c'était la compétition, mais malgré tout, il n'y a pas eu une autre année dans ma vie où j'ai en aussi peu de temps appris autant de choses. Bon, je les ai très vite oubliées après, mais malgré tout, ça avait ce côté assez satisfaisant d'arriver à apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Alors, les études, les années passent, et puis un jour, vous décidez de vous orienter vers une spécialité, l'endocrinologie. Là, qu'est-ce qui a aussi été le facteur déclenchant ? Alors l'endocrinologie, déjà, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est dans cette salle. Souvent on me dit, ah bah ça doit être au niveau des intestins. Donc l'endocrinologie, c'est la spécialité des hormones. Donc ça concerne notamment les maladies comme le diabète, hein, qui mettent en jeu une hormone qui est l'insuline. Moi, ce qui m'a attiré dans cette spécialité, c'est la complexité justement de ce système. Donc les hormones, c'est des molécules qui agissent et qui influencent différents organes par des signaux, hein. Et donc c'est une spécialité où les maladies ne sont pas accessibles comme ça à l'œil nu. On a besoin de faire des tests diagnostiques. Ça met en jeu énormément d'organes. Et donc c'est ce qui en fait une spécialité très intéressante. Et puis, vous m'expliquiez également que dans l'accompagnement des patients, c'est également particulièrement intéressant parce qu'il faut aussi faire ce travail de convaincre. On n'a pas forcément un symptôme visuel et pourtant, il faut prendre en charge la maladie. Voilà, c'est toute la difficulté de cette spécialité. Donc, si je prends l'exemple du diabète, par exemple, donc c'est une maladie qui ne donne aucun symptôme. Du jour au lendemain, on apprend qu'on a une maladie, qu'il faut soigner, qu'il faut changer son mode de vie, qu'il faut peut-être prendre des médicaments, et pourtant on ressent rien. Et donc là, tout l'enjeu, c'est d'arriver à convaincre la personne qu'on a en face que c'est important de soigner cette maladie alors qu'elle ne ressent à l'heure actuelle aucun symptôme, mais que c'est pour prévenir des complications plus tard. Alors aujourd'hui, vous êtes membre du labo de l'INSERM Nutriomique, vous travaillez au service nutrition de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, pardon. Et puis vous avez aussi, là encore, fait un nouveau choix de spécialisation avec un doctorat qui est en cours. Vous êtes en train de réaliser votre thèse. Dites-nous en quelques mots. C'est tout à fait ça. Donc moi j'ai interrompu ma pratique clinique pendant mon internat d'endocrinologie pour faire une année de recherche. Donc en France, on a des financements qui permettent aux jeunes médecins de faire cette interruption et de faire de la recherche pendant leur apprentissage clinique. Initialement, j'ai fait la recherche sur le tissu adipeux, donc loin du microbiote. Et puis, toujours dans le laboratoire de Karine Clément, qui est un laboratoire de nutrition. Et un des grands axes de ce laboratoire, c'est justement l'influence que peut avoir le microbiote, donc les bactéries qui vivent dans notre intestin, sur les maladies métaboliques, c'est-à-dire le diabète, mais aussi le surpoids, l'obésité. Et donc, elle m'a proposé un sujet de thèse sur le microbiote qui est passionnant. Et donc, voilà pourquoi je suis tombé dans le microbiote. Alors le microbiote, on va essayer de s'amuser avec le microbiote ce soir, en tout cas de le comprendre, d'en comprendre un certain nombre d'interactions. Et c'est qu'ici que commence donc la séquence suivante, celle des idées reçues.
Comme vous en avez l'habitude maintenant, vous avez 2 cartons devant vous. Alors, il paraît que de séance en séance, je change les codes couleurs. Je vous avoue que d'un mois sur l'autre, je ne me souviens pas le sens que j'attribue à chaque couleur. Donc, ce soir, le bleu voudra dire non et le orange voudra dire oui. Orange comme oui, avec ce fameux O, n'est-ce pas? Donc, orange pour dire oui et bleu pour dire non. Je vais vous proposer des affirmations que nous avons identifié avec Pierre. Et donc, il vous suffira, en levant votre carton, de nous signifier si cette affirmation est vraie avec le orange ou si elle est fausse avec la couleur bleue. Première affirmation. Nous avons tous le même microbiote. Unanimité, moins 2 voix. Ah, une voix a changé de couleur là-haut. Bon, c'était facile, mais c'était pour vous chauffer. Hein. Après, ça va être plus compliqué. Hein. Donc effectivement, vous avez raison, on n'a pas tous le même microbiote. Si je peux quand même nuancer, en tant qu'être humain, notre microbiote est bien plus semblable que si on comparait avec le microbiote d'autres espèces. Donc, on a chacun un microbiote qui nous est propre et qui est d'ailleurs assez préservé dans notre vie, même s'il peut être soumis à des modifications, on verra. Cela dit, effectivement, on est quand même plus proche entre êtres humains que des autres espèces. Très bien. Deuxième affirmation. L'analyse du microbiote humain est désormais un examen de routine. Les réponses sont plus mitigées. Je regarde aussi là-haut pour voir les réponses. Mais une majorité de bleu quand même. Qu'en pensez-vous, Pierre? Voilà, donc c'est déjà plus contrasté, effectivement. Donc, effectivement, la bonne réponse, c'était la réponse bleue, du coup. Donc non. Non, ce n'est pas un examen de routine. Le microbiote, c'est un domaine de recherche qui est en plein essor. Mais l'analyse du microbiote, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, on le verra par la suite, extrêmement coûteux. Et pour le moment, on a très très peu de stratégies thérapeutiques médicales qui découlent d'une analyse du microbiote. Et donc pour cette raison, l'analyse du microbiote n'est pas du tout un examen de routine. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas fait, parce qu'il y a beaucoup de laboratoires maintenant qui proposent ça, mais souvent hors cadre de recommandations médicales. Alors c'est quasiment, on pourrait dire, un cercle vicieux parce qu'il n'y a pas de thérapie liée à l'analyse du microbiote, donc ça ne motive pas à aller faire de développer l'analyse du microbiote. Donc on verra ensuite comment vous y travaillez. Troisième affirmation. On peut soigner des maladies grâce au microbiote. Alors là, c'est quasiment un raz-de-marée de oui. Donc je vois que je prêche dans un terrain convaincu par l'impact du microbiote sur notre santé. J'apprécie votre enthousiasme. Je pense que si on est très littéral dans la question, la réponse est non, parce que des maladies, on traite une maladie pour le moment. À l'heure actuelle, dans le domaine du microbiote, il y a une infection intestinale qui est résistante aux antibiotiques sévères, qui est vraiment une véritable indication d'un traitement par le microbiote. Je vous en donnerai plus de détails après. Mais c'est pour le moment la seule maladie qu'on traite par le microbiote. Par contre, vous avez raison, il y a énormément de recherches sur les maladies avec le microbiote. Et dans l'avenir, je pense qu'il y aura plus de thérapeutiques liées au microbiote. Quatrième affirmation, le microbiote intestinal explique la majorité des cas de diabète. Des hésitations, les mains se sont levées moins vite que pour d'autres questions. Donc bravo quand même dans l'ensemble, la réponse est non, là encore une fois. Alors il y a maintenant beaucoup de données qui nous ont convaincus qu'il y a des liens entre le microbiote et le diabète, mais le diabète, ça reste une maladie extrêmement complexe, donc peut-être qu'on peut en dire 2 mots maintenant. Le diabète, donc, qui est défini par l'augmentation du taux de sucre dans le sang, l'élévation de la glycémie, et qui
peut entraîner des complications, notamment sur le plan cardiovasculaire, infarctus, accidents vasculaires cérébraux. C'est la conjonction de deux choses. Premièrement, la résistance à une hormone, je vous ai parlé d'hormone tout à l'heure, qui s'appelle l'insuline, et qui est l'hormone qui permet de réguler la glycémie. Sans cette hormone, le taux de glycémie monte et le diabète apparaît. Et cette résistance, c'est-à-dire que le corps n'entend plus le signal de l'insuline, il provient d'une chose qui est maintenant un peu le mal du siècle, c'est la sédentarité et le surpoids. Et notamment le surpoids concentré au niveau du ventre. Et donc je vous ai dit que le diabète, c'était principalement deux choses, donc la résistance à l'action de l'insuline, et puis, deuxièmement, l'organe qui fabrique l'insuline peut avoir du mal justement à produire suffisamment d'insuline. Donc l'organe, c'est le pancréas, et donc ça peut être l'autre facteur en cause. Et puis donc le microbiote, eh bien, on pense que ça peut contribuer effectivement via peut-être ces deux mécanismes, mais c'est un des facteurs, et c'est clairement pas en tout cas le facteur majeur. Très bien. Et pour finir, 5e et dernière affirmation, les antibiotiques n'ont pas d'impact sur le microbiote. Les antibiotiques n'ont pas d'impact sur le microbiote. C'est contrasté, mais je vous rassure, Pierre va nous éclairer sur cette question, enfin sur cette affirmation. Donc, les antibiotiques qu'on prend parce qu'on a une infection pulmonaire, cutanée ou autre, les antibiotiques touchent toutes les bactéries. Donc, par définition, elles impactent notre microbiote. Et probablement, justement, bien plus que ce qu'on pourrait penser. Et on observe des effets des traitements antibiotiques sur la composition du microbiote et parfois même jusqu'à long terme, même si en général le microbiote est quand même assez résilient, c'est-à-dire qu'après un traitement antibiotique, alors il souffre, mais en général il se reconstitue et souvent à peu près de la même façon qu'avant. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Belle-Lassène. Maintenant, nous sommes avides d'en savoir plus, donc je vous laisse pour votre conférence. Donc, bonjour à tous, bonsoir à tous. Donc, vous êtes déjà tous convaincus, visiblement, que le microbiote est important dans les maladies. Donc, je vais essayer de vous présenter ce qu'on sait actuellement grâce à la recherche sur justement l'impact que peut avoir notre microbiote sur les maladies que sont l'obésité et le diabète et les maladies cardiovasculaires. Alors c'est parce que c'est mon domaine de recherche que je vais me concentrer sur ces maladies-là. Si vous avez des questions sur d'autres maladies, j'essaierai d'y répondre après. Alors, il n'est peut-être pas allumé. C'est bon ? Donc, après ce faux départ, on va commencer déjà par définir ce que c'est. Donc, le microbiote, c'est un mot qui rassemble finalement l'ensemble de tous les micro-organismes. Donc, c'est les bactéries, et ce soir, on va principalement parler des bactéries, mais c'est aussi les virus, les champignons, même les parasites. Et ce qui est important, c'est que c'est les micro-organismes non pathogènes qui vivent dans un environnement. Donc vous avez quelques images de bactéries. Les bactéries, c'est des organismes unicellulaires qui font de l'ordre du micron, donc un millième de millimètre. Et donc ça, c'est des images de microscopie électronique.
Et donc, on va faire un petit peu d'histoire. La découverte des bactéries, alors sans le savoir à l'époque, elle vient d'un personnage hollandais dont je ne vais pas prononcer le nom en respect à sa mémoire, qui lui était drapier. Donc comme quoi tout mène au microbiote finalement. Et il observait avec des microscopes ces draps pour essayer de repérer là où il y avait des petites imperfections. Et c'est grâce à ça, il a développé de plus en plus de microscopes et des microscopes de plus en plus performants qu'il est le premier à avoir découvert ce qu'il a appelé des animalcules, c'est-à-dire finalement des êtres microscopiques. Et sans le savoir, il observait les premières bactéries. Donc c'est tombé dans l'oubli complet. Et puis un autre monsieur, là pour le coup, je pense que ça ne va pas être une surprise, c'est Louis Pasteur, donc, qui lui a mis en évidence le rôle des bactéries dans la fermentation, mais aussi dans les maladies infectieuses. Et puis une troisième personne très importante, c'est Robert Koch, qui lui a été le premier à réussir à cultiver les bactéries, et il a donné son nom au bacille de Koch, plus connu sous le nom de tuberculose. Alors, le microbiote, finalement, on peut voir ça en plusieurs questions simples. Premièrement, où est-ce qu'on trouve le microbiote? Dans quelle partie du corps? Deuxièmement, de quoi est-il composé? Qui s'y trouve? Troisièmement, quand, à quel moment de la vie acquiert-on le microbiote? Quatrièmement, pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'une personne donnée va avoir un type de microbiote donné, certaines bactéries, et une autre personne, d'autres bactéries? Quels sont les facteurs qui influencent la composition du microbiote? Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que font toutes ces bactéries qui vivent dans notre intestin? Et enfin, comment le microbiote interagit avec son hôte? L'hôte, c'est nous. Alors, première question, où est-ce qu'on trouve le microbiote? Eh bien, en fait, partout. Nous sommes des êtres vivants qui sont constitués de bactéries. Tellement de bactéries, en fait, que si on les pesait toutes ensemble, ça représenterait jusqu'à 2 kg, autant de cellules que constitue notre propre organisme. Et donc, on en trouve partout, et ce qui est intéressant, c'est que selon les endroits, donc le microbiote de la peau, le microbiote de la bouche, le microbiote intestinal est très différent, ce qui est assez finalement intuitif. Ils ne sont pas exposés au même type de nutriments, au même type de conditions, mais donc à une localisation donnée, un microbiote spécifique. Et donc nous, pour le restant de cet exposé, on va se concentrer sur le microbiote qui vit au niveau de notre intestin. Alors pourquoi? Il faut savoir que l'intestin, c'est une véritable niche pour notre microbiote. Donc l'intestin, si on dépliait la surface complète de la muqueuse, les parois de notre intestin, si on le dépliait complètement, ça pourrait recouvrir l'équivalent de la surface de 2 terrains de tennis. Donc c'est gigantesque, donc vous pouvez vous représenter qu'il y a de quoi finalement accueillir du monde. À tel point que dans 1 gramme de sel, on retrouve autant de bactéries que de cellules dans notre cerveau. Alors, deuxième question, qui s'y trouve? Qu'est-ce qu'on retrouve dans le microbiote? Et donc, premièrement, pour savoir ça, il faut savoir comment justement on analyse le microbiote. On parlait tout à l'heure de la question de savoir si c'était devenu un examen de routine. Donc, ça passe déjà par un prélèvement de sel, qui doit être réalisé dans de bonnes conditions, donc c'est-à-dire à distance de la prise d'un traitement antibiotique. On l'a dit avant, ça influence la composition du microbiote. Donc faire une analyse juste après un traitement antibiotique, on va passer à côté de beaucoup de choses. Et puis, s'il n'est pas analysé dans l'immédiat, ça doit être stocké au frais, même à moins 80 degrés. Et donc ensuite, la première technique qui est venue à l'esprit, c'est comme faisait Robert Koch, de faire des cultures de bactéries. Le problème quand on fait des cultures de bactéries, c'est qu'on va retrouver
ce qui est cultivable. Mais en fait, au niveau de toutes les bactéries qui vivent dans notre intestin, il n'y en a qu'une toute petite partie, un tiers, qu'on est capable de cultiver. Donc, si on s'intéresse au microbiote et qu'on fait que de la culture bactériologique, on va rater 2/3 des bactéries qui vivent dans notre intestin. Et donc, pour cette raison, il y a de nouveaux outils qui ont été développés relativement récemment et qui sont basés sur l'analyse de l'ADN, l'analyse des gènes, et qu'on appelle la métagénomique. Génomique, c'est l'analyse des gènes. Méta, c'est l'analyse de notre autre génome, c'est-à-dire des gènes des bactéries qui vivent dans l'intestin. Donc, comment ça fonctionne ? Donc, en fait, il faut d'abord, donc les bactéries, hein, elles ont, chaque bactérie a de l'ADN, hein, comme toutes les cellules de tous les êtres vivants. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on casse l'ADN en petits morceaux et on va ensuite séquencer cet ADN. Hein, donc, c'est-à-dire voir précisément les bases qui constituent l'ADN des bactéries. Et quand on fait ça, ça permet d'obtenir des millions et des millions de gènes. Parce que si on regarde la quantité de gènes qu'on retrouve après un séquençage du microbiome, en fait, on en retrouve près de 10 millions, alors qu'à côté, si on regarde ce que représente le génome humain, c'est beaucoup plus faible. Et donc, vit en nous beaucoup plus de matériel génétique qui ne nous appartient pas que notre propre ADN. Donc voilà, c'est finalement la meilleure façon d'avoir accès à qui vit dans notre intestin, c'est de casser l'ADN en morceaux pour identifier les bactéries qui y vivent. Et donc, quand on fait ça, on se rend compte qu'il y a un monde de bactéries extrêmement diverses, plus de 3000 espèces différentes. Donc, je ne vous demande pas de les retenir par cœur, mais c'est comme pour, si vous voulez, l'arbre phylogénétique des mammifères. Pour les bactéries, c'est la même chose. Il y a des familles de bactéries, il y a des classes de bactéries, des ordres de bactéries, et puis au plus petit niveau, il y a ce qu'on va appeler des espèces de bactéries. Et de ces espèces, on est capable d'en dénombrer près de 3000. Donc c'est un monde extrêmement complexe, mais qui a une tendance à se rassembler en des communautés qui se ressemblent. Donc ça, c'est une découverte française. C'est que finalement, quand on regarde le microbiote des êtres humains, on retrouve très souvent un même type de bactéries ensemble. Donc si vous voyez sur ce schéma, en fait, c'est des participants à une étude, hein, des humains, qui ont donné leur microbiote et on a analysé les bactéries qui vivaient dans leur intestin. Et on se rend compte que parmi ces êtres humains, on va observer trois grands groupes de communautés de bactéries parmi les microbiotes. Finalement, tous ces participants étaient divisés facilement en 3 catégories qu'on a appelées entérotypes. Vous voyez, chacun d'entre vous a un groupe sanguin, et c'est pareil, chacun d'entre vous a un entérotype, c'est-à-dire un type particulier de communauté de bactéries qui vit dans son intestin. Et donc ces 3 entérotypes, ça va être principalement les seuls noms barbares dont je vais vous parler ce soir. C'est qu'on a appelé Bacteroides pour les personnes qui étaient en vert sur ce schéma, Prevotella et Ruminococcus. Donc c'est les 3 entérotypes qu'on retrouve chez l'homme. Et alors finalement, pourquoi on retrouve des communautés de bactéries et pourquoi on retrouve souvent les mêmes ? Eh bien, les bactéries, elles vivent en communauté, c'est-à-dire que seules, elles ont du mal à remplir toutes les fonctions qui sont nécessaires à leur survie, alors qu'en communauté, elles peuvent bénéficier de ce que font les autres. Donc si on prend un exemple, on a une bactérie, peu importe son nom, qui est capable de dégrader les fibres. Donc elle se nourrit de ce que nous on mange et qui arrive jusqu'à elle, hein, donc elle prend ce qu'elle peut. Et à partir des fibres, elle va
dégradées et en des molécules plus petites. Et ces molécules plus petites, elle ne peut pas les utiliser. En revanche, sa voisine peut se servir des produits de la dégradation de la bactérie d'à côté. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve très souvent finalement des bactéries, les mêmes bactéries ensemble, parce que certaines bactéries vont profiter des voisines, d'autres au contraire vont être en compétition et donc on va beaucoup moins les retrouver ensemble. Et donc c'est très important de comprendre que quand on parle de microbiote, on parle de communauté de bactéries. Alors maintenant, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que on va avoir un microbiote, justement, on a tous dit chacun a son microbiote, mais alors qu'est-ce qui fait qu'on a un microbiote qui nous est bien spécifique ? Alors donc je vais vous parler d'une étude qui s'était intéressée justement à savoir quels sont les facteurs qui déterminent le microbiote, et c'était une des premières études, elle s'est intéressée sur des facteurs simples qui sont l'âge, la géographie. Donc, à la fois des enfants et des adultes ont donné leur sel pour analyser le microbiote. Et ces personnes provenaient de régions géographiques différentes. Il y avait des personnes qui venaient des États-Unis en région urbaine, des personnes qui sont des Amérindiens, donc au Venezuela, mais dans des communautés arborigènes, donc avec un mode de vie toujours arborigène, et des personnes qui viennent du Malawi, donc là aussi avec un mode de vie, donc là c'était dans des villages au Malawi, mais toujours des modes de vie très similaires finalement au mode de vie des Amérindiens. Et donc la question c'est, est-ce que le microbiote des enfants va être le même chez tout le monde et va être différent de celui des adultes ? Est-ce que le microbiote va être proche si on est dans une région géographique plus proche ? Ou alors est-ce que c'est le mode de vie qui est important ? Et donc la réponse, c'est que ce qui est le plus important, le facteur déterminant, c'est le mode de vie. Ce qui détermine la composition de notre microbiote, c'est le mode de vie. Ce que vous voyez ici, c'est que les enfants et adultes américains, ils se regroupent tous ensemble au niveau du microbiote, alors qu'à l'inverse, les enfants et adultes qui proviennent des Malawi ou de la communauté aborigène au Venezuela se regroupent ensemble. Donc là, on commence à se dire que finalement, c'est vrai que le mode de vie est un facteur déterminant. Et donc, parmi les éléments du mode de vie, excusez-moi pour la partie de la diapositive qui est partie, mais un des facteurs déterminants, et finalement, cela aussi, c'était assez intuitif, c'est l'alimentation. Donc c'est un des facteurs qui détermine la partie la plus importante de notre microbiote. Et c'est assez intuitif parce qu'effectivement, les bactéries vivent de ce qu'on mange, donc forcément, elles sont affectées par ce qu'on mange. Et si on revient à nos entérotypes de tout à l'heure, avec les 3 noms barbares, Bacteroides, Prevotella, Ruminococcus, donc tout le monde a un de ces 3 entérotypes, et de nombreuses études se sont intéressées à savoir s'ils étaient déterminés par l'alimentation. Et ce qu'on a remarqué, c'est que l'entérotype Bacteroides, il était plus lié à une alimentation riche en graisses et protéines animales, on va dire une alimentation plus carnée. Et à l'inverse, l'entérotype Prevotella était plus lié à une alimentation plus riche en fruits et légumes, en fibres, en glucides. Donc nos entérotypes, nos communautés de bactéries, elles sont liées à nos habitudes alimentaires. Et une autre étude s'était intéressée de savoir si le microbiote d'enfants qui vivent en Afrique était différent du microbiote d'enfants qui vivent dans des pays développés comme des pays européens. Et ce qu'on voit, c'est que on retrouve notre fameux Prevotella qui est présent de façon beaucoup plus importante chez les enfants qui vivent en Afrique. A l'inverse, notre entérotype Bacteroides, celui qui était plutôt associé à une alimentation animale, il est beaucoup plus important chez les enfants qui vivent en Europe.
Quand on regarde la principale différence d'alimentation entre les enfants européens et les enfants africains dans cette étude, on voit que les enfants africains mangent quasiment 2 fois plus de fibres que les enfants européens. Donc, l'origine ethnique influe sur le microbiote, probablement, en fait, via les habitudes alimentaires, et notamment via la consommation de fibres, qui sont un élément essentiel pour le microbiote. Donc, toujours pourquoi ? Donc je vous ai dit, l'origine ethnique influe sur le microbiote. Là, c'est une étude beaucoup plus récente. Cette fois-ci, tous les participants vivent au même endroit. C'est une étude qui s'est déroulée à Amsterdam. Donc ils vivent non seulement dans le même pays, mais même dans la même ville. Et il y a cette fois-ci maintenant 2000 participants. Hein. Les techniques de séquençage de l'ADN se sont améliorées, donc on peut inclure plus de personnes. Et on se rend compte que, une fois encore, l'origine ethnique des personnes permet de séparer leur microbiote. C'est-à-dire que le microbiote des personnes qui vivent à Amsterdam mais qui sont d'origine hollandaise n'est pas le même que celui des personnes qui sont d'origine du Suriname et qui ont en général une origine asiatique. Donc on passe à une autre question. Quand est-ce qu'on développe notre microbiote ? Quand est-ce qu'on acquiert ces bactéries ? Alors, on va commencer par le commencement. Quand on est dans le ventre de sa mère, finalement, le fœtus n'est pas exposé aux bactéries. Hein, il est dans un environnement très préservé des bactéries. Et sa première exposition aux bactéries, ça va se passer pendant la naissance. Donc la première fois que le fœtus, l'être humain rencontre le microbiote, c'est au moment de la naissance. Et un facteur déterminant dans la composition du microbiote, et même plusieurs années après la naissance, c'est le mode de naissance. C'est-à-dire que les personnes qui sont nées par césarienne n'ont pas le même microbiote que les personnes qui sont nées par voie naturelle. Donc ensuite, dans les premières années de vie, ça va être le moment crucial pour le développement du microbiote. Donc l'enfant va commencer avec une alimentation très simple, en général que du lait, puis au fur et à mesure une diversification de l'alimentation, et au fur et à mesure de cette diversification, le microbiote va changer. Et pendant cette période cruciale, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer le microbiote, et notamment les antibiotiques. Et il y a certaines études qui ont montré des effets d'un traitement, de traitements antibiotiques à cette période de la vie sur la prise de poids plus tard, sur la survenue de maladies comme le diabète plus tard, sur la composition du microbiote. L'allaitement est aussi un facteur qui influence beaucoup la composition du microbiote, et puis l'environnement dans lequel on vit. Et donc finalement, on commence à constituer un microbiote adulte vers l'âge de 3 ans, qui est l'âge où intervient finalement une alimentation de plus en plus diversifiée, et ce qui va permettre à un plus grand nombre de bactéries de vivre au sein de notre intestin. Donc j'insiste encore une fois sur cette période de la vie, l'enfance, où on développe son microbiote. On est exposé aux bactéries, et en fait il y a une raison pour ça, c'est que les bactéries à leur tour vont nous rendre service. C'est aussi la période où on développe son système immunitaire, et donc c'est un entraînement, et ça permet d'éduquer notre système immunitaire, de rencontrer toutes ces bactéries. Et vous savez qu'il y a une augmentation très importante des maladies comme l'asthme ou des allergies qui pourraient être liées à justement une plus faible exposition aux bactéries dans l'enfance. Donc maintenant, on a vu quand est-ce qu'on acquiert le microbiote, qu'est-ce que font ces bactéries ? Donc un premier rôle du microbiote intestinal, on se concentre sur le microbiote intestinal,
ça va être de jouer le rôle d'une barrière contre les infections. Donc la muqueuse intestinale, la paroi de l'intestin, elle contient un mucus qui sont des molécules qui permettent de repousser les pathogènes, donc les micro-organismes, les microbes qui, eux, pourraient nous être néfastes, causer des infections. Et en fait, nos bactéries, elles profitent de ce système parce que si ces pathogènes s'installent, ça veut dire qu'elles ne peuvent plus rester. Et donc, elles y ont un intérêt aussi et elles nous aident à entretenir notre barrière. C'est-à-dire qu'elles vont dégrader le mucus quand il y en a un petit peu trop, l'entretenir. Et puis, elles vont elles-mêmes, finalement, en prenant la place, empêcher les mauvaises bactéries, les pathogènes, de s'installer. L'autre chose, c'est, une fois encore, je vous ai dit, on a autant de bactéries qui vivent dans notre intestin que de cellules dans notre organisme. Donc on est exposé à un énorme nombre de bactéries et ça va permettre d'entraîner notre système immunitaire, à savoir quand tolérer les bactéries, quand réagir. Donc une illustration, et je vous ai parlé de la seule maladie qu'on traite à l'heure actuelle avec le microbiote, une illustration de cette barrière contre les infections. Donc quand vous avez un environnement de bactéries sain, donc ici vous avez la paroi de l'intestin, et puis ici le microbiote, donc plein de bactéries, et que vous prenez un traitement antibiotique, vous voyez qu'il y en a un grand nombre qui vont disparaître. Et si vous êtes à ce moment-là exposé à une autre bactérie qui, elle, cause des infections, qui est pathogène, donc celle-ci s'appelle Clostridium difficile, elle porte bien son nom parce qu'elle est très difficile à soigner, elle cause des diarrhées qui peuvent être très 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 invalidantes. Donc si juste avant on a été exposé à un traitement antibiotique, cette bactérie va pouvoir proliférer, elle va prendre la place des bactéries qui existaient auparavant et causer l'infection à Clostridium difficile. A l'inverse, si on n'a pas eu de traitement antibiotique, on a une bonne flore intestinale qui occupe l'espace, elle ne va pas pouvoir s'installer et on ne va pas développer d'infection. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cette situation-là ? C'est là que c'est tout le paradoxe, le cercle vicieux. Et on va donner encore d'autres antibiotiques pour essayer de s'en débarrasser spécifiquement de celle-là. Mais elle va développer des résistances et elle va persister malgré nos antibiotiques, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Et dans ces cas-là, le seul traitement qui marche, et pour le coup, maintenant ça sauve des situations, c'est la transplantation de microbiote, la transplantation fécale. Dans ces situations-là, transplanter un microbiote permet de remplacer, de réimplanter une flore qui va se débarrasser beaucoup mieux que nos antibiotiques de cette bactérie pathogène. Donc, quelles sont les autres fonctions du microbiote humain ? Donc, le microbiote nous sert à d'autres choses, qui est de digérer les aliments que nous, on n'est pas capable de digérer. On n'est pas des ruminants, donc on ne peut pas digérer certaines fibres. Mais le microbiote, lui, le peut. Et à partir de ce que nous, on ne peut pas digérer, il va fabriquer des molécules qu'on va pouvoir capter, qui peuvent être intéressantes, qui peuvent nous être bénéfiques, mais qui peuvent parfois nous être néfastes. L'autre élément, c'est que ces bactéries, vous savez, parfois on utilise les bactéries pour synthétiser des médicaments, elles sont capables de synthétiser beaucoup de choses, et notamment des vitamines, qui sont des éléments essentiels. Donc elles peuvent nous fournir des vitamines, elles peuvent transformer les médicaments, donc certains médicaments peut-être agissent via l'action de notre microbiote avant de passer à nous l'hôte. Donc cet élément, il est très important. Comment les bactéries communiquent avec nous, comment elles agissent sur notre organisme. Donc je vous ai dit, elles se nourrissent de ce qui arrive jusqu'à elles, c'est-à-dire principalement les produits qui ne sont pas digérés dans notre alimentation. Et à partir de ces fibres-là, qui sont représentées par petits ressorts ici, des aliments trop complexes pour notre digestion, donc les bactéries qui sont autour vont s'y coller et elles vont réussir à digérer ces aliments et fabriquer des plus petites molécules qu'on va appeler des métabolites. Et ces plus petites molécules, on est capable de les capter. Et ce qui est très important, c'est que c'est ça le lien entre les bactéries et l'action qu'elles peuvent avoir sur notre organisme.
Et donc ces petites molécules, elles peuvent agir sur notre cerveau, elles peuvent agir sur nos muscles, elles peuvent agir sur notre foie, sur notre capacité à fabriquer de l'insuline dans le diabète par exemple. Donc en résumé sur cette première partie, le microbiote c'est un ensemble complexe de micro-organismes qui contient plus de gènes que le génome humain, c'est notre deuxième génome. Il s'organise en communautés qui sont basées sur des coopérations. Ces communautés, on les appelle des entérotypes. On l'acquiert dans les premières années de la vie, qui sont cruciales pour déterminer la composition de notre microbiote. Et tout au long de la vie, il est façonné par notre alimentation. Il entretient notre barrière intestinale et donc nous sert à nous protéger contre les microbes pathogènes. Et à partir de notre alimentation, il produit des métabolites qui peuvent influencer à leur tour notre propre organisme. Donc, finalement, puisqu'il fait là toutes ces actions, puisqu'il communique avec nous, est-ce qu'il peut jouer un rôle dans certaines maladies? Et donc là, on va parler de l'exemple du surpoids, de l'obésité et du diabète de type 2. Donc le diabète de type 2, rapidement, c'est celui dont je vous ai parlé en introduction, c'est-à-dire qui est principalement lié au surpoids et à une résistance à l'action de cette hormone qui est l'insuline. Donc pourquoi déjà s'intéresser au surpoids, à l'obésité, aux maladies métaboliques? Donc vous n'êtes pas sans savoir que ce sont des maladies qui explosent dans le monde. Maintenant, plus d'un tiers de l'humanité est en surpoids. Ici, vous avez la représentation des enfants, des garçons, et de la prévalence de l'obésité chez les garçons. Et vous voyez qu'on est dans des courbes exponentielles, et notamment maintenant dans les pays qui n'étaient pas les pays industrialisés, qui sont les pays en voie de développement. Concernant le diabète, même état des lieux. Ça, c'est la carte du monde du diabète en 1980. Donc les couleurs bleues, ça veut dire que très peu de personnes étaient diabétiques. Et puis le vert, un peu plus les foncés, moins il y avait de personnes diabétiques. Et puis donc ça, c'est la même carte en 2014. Et probablement que si on projetait la carte de 2030, donc on prévoit de doubler le nombre de personnes diabétiques dans le monde, qui est actuellement de 381 millions de personnes. Donc, est-ce que le microbiote peut avoir un rôle dans ces maladies métaboliques? Alors finalement, les premières intuitions du rôle du microbiote dans la régulation du poids, elles viennent d'expériences chez la souris, en fait, il y avait des chercheurs qui travaillaient sur des souris qu'on faisait naître sans microbiote. On appelait ça des souris sans germes, souris germ-free. Et on a fait une première observation, c'est que ces souris, elles prennent beaucoup moins de poids que les autres. Donc, tiens, peut-être que le microbiote joue un rôle dans la prise de poids. Et puis, plus impressionnant, c'est que quand on transfère du microbiote à ces souris qui n'en ont pas, elles prennent du poids. Donc le microbiote pourrait jouer un rôle dans la prise de poids. Deuxième expérience, cette fois-ci, on a fait un transfert de microbiote de personnes humaines. Donc c'était une étude sur des jumeaux, des vrais jumeaux, mais qui étaient discordants sur l'obésité. C'est-à-dire qu'il y avait un des deux jumeaux qui était en surpoids et l'autre qui ne l'était pas. Et quand on transférait le microbiote du jumeau qui était en surpoids à des souris, eh bien, on observait une prise de poids lorsque le transfert du microbiote venait du jumeau obèse. Chez l'homme, ce qui est fondamental, c'est la diversité. Donc on peut représenter ici un microbiote divers avec une foule de bactéries différentes, et puis ici une faible diversité qu'on va appeler une dysbiose. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les personnes en surpoids, mais aussi les personnes diabétiques, ont une diversité du microbiote qui est plus faible que les personnes qui sont minces. Donc, avoir une
richesse microbienne importante, un grand nombre de bactéries, une grande diversité, c'est associé à une moindre prévalence du surpoids, de l'obésité, du diabète de type 2. Au-delà de simplement cette observation sur le nombre de bactéries, quand on s'intéresse à est-ce qu'il y a des bactéries qui sont plus ou moins bonnes que d'autres dans le diabète, par exemple, on retrouve chez les personnes qui ont un diabète une augmentation de certaines bactéries qu'on va dire néfastes. Et à l'inverse, chez les personnes qui n'ont pas de diabète ou qui n'ont pas de surpoids, on va retrouver une augmentation de bactéries qu'on va appeler bénéfiques. À tel point que, aujourd'hui, simplement en regardant, en analysant le microbiote, on est capable de dire qui est diabétique et qui ne l'est pas, avec une précision de 80%. C'est-à-dire avec plus de précision que simplement en regardant le poids de la personne. Ça n'a pas d'intérêt dans la médecine, mais c'est simplement pour dire que, effectivement, peut-être qu'il y a un lien entre le diabète et le microbiote. Et donc finalement, comment on pourrait expliquer ce lien ? Donc là, une fois encore, on revient à nos métabolites. Donc on prend la situation d'une personne qui n'a pas de diabète. Elle a une richesse du microbiote qui est élevée, des bactéries qui sont bénéfiques, qui vont produire des métabolites qui sont bénéfiques, par exemple qui vont envoyer des messages à notre cerveau pour nous dire qu'on a suffisamment mangé, qui vont augmenter la dépense énergétique de nos muscles, qui vont augmenter la sensibilité à l'insuline au niveau du foie. A l'inverse, une personne qui a un diabète va avoir une richesse de bactéries plus basse, des bactéries qui sont néfastes, qui vont produire des métabolites qui peuvent être néfastes, qui vont là avoir les effets inverses. Je vais vous donner un exemple dont vous avez peut-être entendu parler. Donc vous savez qu'il y a beaucoup de débats en ce moment sur la consommation de viande rouge. Et on a remarqué que la consommation de viande rouge est liée au développement du diabète, mais aussi au développement des maladies cardiovasculaires, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral. Or, dans la viande rouge, il y a des protéines, il y a des acides aminés, notamment il y a un acide aminé qui est particulièrement enrichi qui s'appelle la choline. Cette choline, elle est transformée par le microbiote, elle peut être transformée par le microbiote en une molécule qu'on appelle le TMA. Et ce TMA va être à son tour transformé par le foie en une molécule qu'on appelle le TMAO. Et ce TMAO, il est lié au développement de l'athérosclérose, c'est-à-dire à la maladie des artères. Donc, on a un lien qui existe entre la consommation de viande rouge, dégradation. Si on a le microbiote qui va dégrader la viande rouge en ce mauvais métabolite, qui va ensuite être capté par notre organisme, transformé dans le foie et pouvoir causer des événements néfastes. Donc de là, de toute cette recherche est venue une hypothèse. Est-ce qu'on pourrait agir sur le microbiote pour soigner les maladies comme le diabète, les maladies métaboliques ? Notre hypothèse serait que diminuer la production des métabolites qui sont néfastes va être une nouvelle option thérapeutique. À l'inverse, favoriser les métabolites bénéfiques pourrait être une option thérapeutique. Donc maintenant, comment ? Alors, modifier l'alimentation, prendre des prébiotiques, modifier son microbiote, donc c'est-à-dire prendre des probiotiques, ou alors, traitement radical, on se fait une transplantation des selles de notre voisin qui n'est pas diabétique. Alors, allons-y. Les prébiotiques, qu'est-ce que c'est déjà ? Donc les prébiotiques, c'est toutes les substances de notre alimentation qui vont être utilisées par les bactéries et qui vont donc pouvoir promouvoir leur croissance de certaines bactéries. L'exemple typique, c'est les fibres. Donc il y a une étude qui s'est intéressée à savoir si consommer plus de fibres, ça peut avoir un effet bénéfique au niveau du microbiote, au niveau du métabolisme. Et donc en fait, on voit qu'il y a très peu de résultats significatifs quand on prend des fibres qui ne peuvent pas être digérées par nous, mais seulement par les bactéries.
Donc ici, c'est l'effet sur un paramètre du diabète. Hein. Et vous voyez que finalement, dans le groupe où il y avait la prise de fibres versus le groupe qui prenait un placebo, on voit très peu de différence. On peut quand même remarquer qu'il y a certaines personnes qui en ont bénéficié, mais globalement, il n'y avait pas d'effet significatif de la prise de fibres. Par contre, un concept qui est très intéressant, c'est le concept de nutrition personnalisée et qui pourrait être une utilité du microbiote dans la nutrition, dans les maladies métaboliques. Une étude suédoise avait remarqué qu'il y a certaines personnes, quand ils ont fait une étude simple, c'est-à-dire qu'ils ont donné du pain blanc versus du pain noir à des personnes pendant 3 jours. Et ils ont regardé les effets sur le taux de sucre dans le sang après. Ils ont remarqué que les personnes qui s'améliorent avec le pain noir, hein, instinctivement c'est celui-là qu'on aurait dit qui était plutôt bénéfique, les personnes qui s'améliorent sont celles qui ont un certain microbiote avant l'intervention. Et ce certain microbiote, si vous vous souvenez du début de la présentation, c'est ceux qui ont le fameux entérotype Prevotella, celui qui est associé aux enfants en Afrique, à la consommation de fibres plus importante. Donc avoir un microbiote bénéfique peut nous permettre de bénéficier plus de certains aliments. Dans la même idée, là encore une étude suédoise s'était intéressée à un nouveau régime qui s'appelle le New Nordic Diet. C'est un régime qui est enrichi en fibres et en graisses insaturées, donc poissons, etc. Et là encore, ils ont remarqué en soumettant des personnes à ce régime que les personnes qui vont en bénéficier, donc là si vous comparez la courbe grise et la courbe noire, donc ici les personnes à courbe grise avaient l'entérotype Prevotella, donc ce fameux entérotype qui pourrait être bénéfique, mais n'ont pas eu le régime. En revanche, les personnes de la courbe noire avaient l'entérotype Prevotella et ont eu le régime, et elles se sont améliorées. A l'inverse, celles qui n'avaient pas Prevotella n'ont pas eu d'effet spécifique de ce régime. Donc ça, c'est un concept qui est totalement nouveau et très intéressant dans le domaine de la nutrition, c'est que le microbiote pourrait nous aider à donner les recommandations diététiques aux personnes. Selon notre microbiote, on pourrait réagir différemment à un type de régime. Alors maintenant, les probiotiques. Donc qu'est-ce que c'est les probiotiques cette fois-ci ? C'est administrer directement des micro-organismes vivants. Hein. On se dit que peut-être le microbiote a besoin d'un petit peu d'aide, donc on donne directement des bactéries ou des levures qui sont ajoutées comme des compléments alimentaires et qui sont censés en tout cas conférer un bénéfice en matière de santé. Alors chez la souris, ça marche. Si on donne des bactéries bénéfiques à la souris et qu'on soumet la souris à un régime très riche en graisse, on va voir que les souris qui n'avaient pas le complément probiotique prennent plus de poids que les souris qui avaient le complément probiotique. Donc est-ce que ça pourrait être la solution miracle pour perdre du poids ? Eh bien, chez l'homme, les résultats sont beaucoup plus décevants. Donc déjà, il y a peu d'études finalement bien effectuées avec un traitement randomisé contre placebo. Et les résultats de ces études montrent des effets assez divers. Quand il y a des effets, ils sont relativement faibles. Et dans l'ensemble, si on les prend tous ensemble, il n'y a pour le moment pas d'effet significatif. Alors, pour nuancer un peu ce que je viens de vous dire sur la déception des probiotiques, il y a beaucoup de recherches actuellement sur ce qu'on va appeler les probiotiques de deuxième génération. Donc, à l'heure actuelle, les probiotiques, c'est principalement finalement les bactéries qui vivent dans les yaourts. Et en général, on administre une bactérie en espérant qu'elle s'implante dans notre grande communauté de bactéries et qu'elle apporte des effets bénéfiques. Le problème de ça, c'est que, comme je vous ai dit, les bactéries, elles vivent en communauté, elles bénéficient des autres bactéries qui sont avec elles. Et donc, à essayer d'implanter une bactérie toute seule, qui n'est pas avec ses camarades habituels, eh bien, dans la plupart des cas, elle ne s'implante pas. En revanche, et c'est un nouveau domaine de recherche actuellement dans le microbiote et dans les probiotiques, c'est d'essayer de constituer non pas des bactéries uniques, mais des communautés de bactéries qui pourraient être bénéfiques et qui vont pouvoir s'implanter puisqu'elles ont déjà la communauté qui leur permet de vivre ensemble.
Donc là-dessus, on en est toujours au domaine de recherche, mais c'est probablement ce qu'il y a de plus prometteur là-dessus. Et puis enfin, pour terminer, on va parler de la transplantation fécale, puisque c'est donc maintenant un traitement dans l'infection dont je vous ai parlé. Alors déjà, à ne pas faire chez vous. Ça a été fait. Donc il y a eu une époque où il y avait des sites internet qui proposaient comment faire la transplantation fécale à la maison, en prenant son mixeur. Enfin, voilà, je vous passe les détails. Donc non, c'est encadré maintenant, ça se fait à l'hôpital. Et en revanche, c'est effectivement une transplantation de selles. Donc on utilise ce qu'on appelle une endoscopie. On passe un tuyau qui va monter par le nez, qui va arriver jusqu'à l'estomac et puis descendre jusqu'au niveau de l'intestin pour administrer les selles. Et pour le moment, la seule indication reconnue, c'est cette infection dont je vous ai parlé. Et puis quand même, alors même si ça ne reste pas très appétissant, il y a maintenant beaucoup de recherches pour essayer de développer des gélules de sel qui ont finalement une protection contre l'acidité de l'estomac et qui permettraient d'être délivrées directement au niveau de l'intestin, donc sans devoir faire une endoscopie. Alors qu'en est-il des résultats? Parce que malgré tout, donc, il n'y a pas d'indication reconnue, mais il y a quand même de la recherche sur la transplantation fécale dans les maladies comme le diabète, mais aussi dans l'obésité. Ce qu'on a remarqué et qui est assez prometteur, c'est que je vous ai dit que la diversité des bactéries était très importante. Quand on transfère le microbiote d'une personne qui est mince à une personne qui est obèse, on peut augmenter la diversité bactérienne de la personne qui est obèse. Si on s'intéresse à essayer d'améliorer le diabète, on observe des petits effets quand on fait une transplantation de microbiote au niveau de paramètres comme le taux de sucre dans le sang. Ce sont des effets qui sont assez modestes pour le moment. Donc la technique, elle nécessite encore des améliorations. Et puis probablement qu'il faut identifier qui est un bon donneur de microbiote, mais aussi qui est un bon receveur, c'est-à-dire on a remarqué que l'implantation du microbiote d'une transplantation fécale va avoir plus de succès quand la personne a justement une diversité du microbiote qui est plus faible. Donc peut-être que c'est un traitement qui pourrait être ciblé dans certains cas. Donc finalement, les perspectives dans le domaine de la nutrition, le microbiote pourrait servir de marqueur de certaines maladies, on l'a vu, c'est très associé notamment au diabète. Ça pourrait permettre de développer des stratégies de nutrition personnalisées. Il y a ces fameux probiotiques de deuxième génération dont je voulais parler. Et puis la transplantation fécale, une fois qu'on aura amélioré la technique et qu'on aura identifié qui sont les bons donneurs et qui sont les bonnes personnes qui pourraient bénéficier de ce traitement. Voilà, on en a terminé sur le microbiote. Je termine avec une image pour essayer de vous rafraîchir un petit peu. Donc de notre hôpital, la Pitié-Salpêtrière à Paris, sous la neige. Et donc la photo du professeur Karine Clément, que je représente aujourd'hui et qui dirige notre équipe de recherche. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Pierre, c'était passionnant. J'imagine que ça suscite de nombreuses questions, donc nous avons une demi-heure devant nous pour que vous puissiez poser vos questions. Donc n'hésitez pas à vous signaler. On a quelqu'un ici? D'accord, très bien. Oui, bonsoir. J'ai appris récemment que les marathoniens ont un microbiote un peu particulier qui leur permet de profiter du lactose qu'ils ont dans le corps. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça? Alors, et quelles seraient d'autres applications concernant des microbiotes spécifiques dans le sport, par exemple? Donc c'est tout à fait intéressant. Alors, je pense que j'ai pas dû lire cette étude auquel vous référencez, mais est-ce que probablement peut-être qu'il faisait référence à du lactate, oui, c'est-à-dire l'accumulation de... Voilà. Et donc qui est au niveau des muscles qui s'accumulent quand on fait un effort très important.
Donc au sein même, à l'intérieur des tissus de notre organisme, il y a très 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 peu de bactéries. C'est-à-dire qu'au sein des muscles, il y a très peu de bactéries, voire pas du tout. Donc le microbiote que l'on étudie principalement, c'est le microbiote de l'intestin. Mais en revanche, le microbiote intestinal des personnes qui marathoniennes est probablement effectivement très différent, déjà pour plusieurs raisons, parce qu'elles ont un mode d'alimentation qui est très différent, et aussi parce qu'on sait que l'activité physique influence la composition du microbiote. Mais de là à dire que le microbiote pourrait être le nouveau traitement dopage de l'avenir, je ne sais pas. Merci. Autre question, le temps qu'une deuxième main se lève, j'en profite pour en poser une. Au début de votre conférence, vous avez évoqué les trois familles d'entérotypes, les trois entérotypes, avec de la recherche sur l'origine ethnique. Ce qui était intéressant, c'était de voir à la fois un questionnement sur où vivent les gens et donc quelle est leur alimentation, et puis ensuite l'étude à Amsterdam qui montre qu'une diversité de profils, mais dans la même ville, on retrouvait des différences. Donc est-ce qu'on continue à faire de la recherche justement sur ces croisements de données, puisqu'à un moment on voyait une carte du diabète, l'évolution de type 2, et on voyait du orange en 2014 sur les zones Afrique du Nord et tout. Donc est-ce que vous continuez à croiser pour essayer, là encore, d'affiner ces rapports, ces liens Eh ben, tout à fait. Et donc en fait, avec le professeur Karine Clément, on mène en ce moment une étude d'intervention. Justement, je vous ai parlé de nutrition personnalisée, donc on essaye de développer un petit peu ces approches-là et de savoir si, en fonction du microbiote qu'on a, on va bénéficier plus ou moins d'un certain type d'aliments. Et cette étude, on la réalise justement aussi en fonction de l'origine ethnique. Et je pense que c'est un sujet majeur parce que on est tous différents, on a tous un microbiote différent, et probablement que notre origine, mais qu'on l'a vu quand même, c'est principalement lié aux habitudes alimentaires, même s'il reste un effet spécifique. Probablement que notre origine fait qu'on va réagir différemment, que notre microbiote est différent, et que donc on va avoir des effets différents de l'alimentation. Oui, monsieur. Alors, penchez un peu le micro vers vous. Voilà. Bonjour, bravo pour votre conférence, elle était très intéressante. Et je voulais un petit peu vous demander, il y a des gens qui meurent d'une intoxication alimentaire. Comment ça se fait qu'on est composé d'un microbiote qui est quand même de milliards de bactéries? Comment ça se fait que des gens qui meurent justement d'une intoxication alimentaire? Est-ce que vous pouvez... Donc, dans ces cas-là, quand des personnes meurent malheureusement d'une infection, d'une intoxication alimentaire, donc c'est qu'il y a une bactérie particulièrement pathogène qui s'est développée dans la glace où il y a eu une rupture de la chaîne du froid, par exemple. Et donc, cette bactérie particulièrement virulente va réussir à s'implanter au niveau de l'intestin et à prendre la place de notre flore à nous. Et donc ça va effectivement intervenir plus particulièrement si on a été exposé avant à un traitement antibiotique, par exemple. Et malheureusement, notre microbiote n'est pas toujours capable de faire face aux bactéries pathogènes ou aux virus pathogènes. Et c'est pour ça qu'on développe encore des infections alimentaires et qu'on peut effectivement même en mourir. Ce qui est par contre maintenant, grâce à la transplantation fécale, on arrive maintenant à soigner ces infections qui est très difficile à soigner, qui étaient souvent des infections nosocomiales parce que survenues à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital on a souvent besoin de traitements antibiotiques et très classiquement on développait cette infection. On n'arrivait pas avec les antibiotiques et maintenant donc on a cette thérapeutique grâce au microbiote, mais ça reste réservé à cette infection-là pour le moment. Alors attendez un instant. Monsieur, est-ce que vous pouvez rappuyer sur le bouton de votre micro? Super, merci. Oui, je vais faire une intervention pour prendre un petit peu l'autre face. Vous parlez des activités du microbiote sur l'homme.
Moi, je voudrais poser la question de l'activité de l'homme sur les écosystèmes pour le microbiote. Dans le sens où j'avais vu une étude, mais ça fait à peu près 2 ans de ça, où les additifs qu'on met dans notre alimentation, additifs style, c'était pas l'aspartame, c'était un autre composé, le tréalol, ou toujours est-il que c'est une molécule qui est composée de glucose à la base, plus un autre glucose, mais l'homme n'a pas les enzymes pour le métaboliser. Toujours est-il que cette addition d'additifs dans les aliments, cette étude montrait que certaines bactéries pouvaient proliférer de 1000 fois par rapport à ces petites copines qui étaient là. Et puis ce soir, en rentrant chez moi, en sachant que je venais ici, j'ai regardé un petit peu sur le net ce qu'il en était, en mettant hôpital, nocosomial, glucose et puis les additifs. Je me suis retrouvée, il y a une étude qui est sortie de Nature en 2018 qui montrait que justement ce type d'additif pouvait, la bactérie que vous avez montrée, la Clostridium défensive, ou Clostridium oui, c'était une très bonne candidate, et il y a beaucoup de maladies qui se retrouvent en hôpital, des maladies nocosomiales, parce que l'homme change complètement l'alimentation. Merci. Les plats préparés, l'agroalimentaire. Donc, quand vous dites que les animaux en laboratoire, on n'arrive pas à reproduire les résultats chez l'homme, peut-être qu'on a des modifications au niveau de notre alimentation. Ce n'est pas simplement l'individu, mais c'est notre société en général qui fait qu'on se retrouve avec des produits qui pourraient changer les écosystèmes de nos bactéries. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux maladies type le diabète ? Tout à fait, moi je pense que vous avez entièrement raison. Les bactéries, elles vivent sur le système de niche, c'est-à-dire que tant qu'on ne fournit pas le substrat à la bactérie qui va lui permettre de se développer, elle va pas apparaître. Et à l'inverse, c'est vrai, c'est-à-dire que si on fournit un substrat qui n'est pas commun et qui n'est pas utilisé par la plupart des bactéries, et ben en général, la bactérie qui elle, peut utiliser ce substrat, elle va se développer. Et donc, effectivement, il y a des effets des additifs, des polluants au niveau du microbiote. On peut aussi prendre l'exemple que j'ai montré des enfants qui vivent en Afrique, qui sont probablement un petit peu moins exposés à tout ça, versus les enfants qui vivent en Europe et qui n'ont pas le même microbiote. Donc oui, je pense qu'effectivement, l'homme agit sur le microbiote. Ce n'est pas que le microbiote qui agit sur l'homme, tout à fait. On n'est pas encore capable de mesurer exactement l'impact que ça a sur les maladies, parce que c'est très difficile en termes d'études scientifiques. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, il y a un impact de tous ces composés, toutes ces substances sur le microbiote. Alors, il y avait une main qui se levait ici, puis pour partager la parole, on pourra revenir vers vous. Madame. Oui, bonjour, merci pour cette intervention. Je voulais savoir, par exemple, vous disiez que le microbiote, même s'il était déséquilibré, se reconstituait de façon identique au bout d'un certain temps. Est-ce qu'on peut imaginer que, par exemple, quelqu'un qui a un microbiote avec beaucoup plus de bactéroïdès, s'il change totalement son alimentation, va plutôt, en mangeant beaucoup de fibres et tout ça, en arrêtant de manger de la viande, par exemple, ou moins de viande, va, au bout d'un certain temps, avoir un microbiote où il y a plus de Prevotella qui va se développer, ou ça, c'est pas possible. Donc c'est extrêmement intéressant et c'est une question de recherche. Bon, il y a déjà eu beaucoup d'études sur ce sujet, et il y en a encore. Donc la réponse c'est oui et non, c'est-à-dire que les entérotypes ont la vie dure, c'est-à-dire qu'on observe rarement des changements d'entérotypes, mais oui, c'est possible. C'est-à-dire que quand on fait des interventions sur l'alimentation, l'étude que vous proposez, elle a été faite. Donc c'était l'inverse, c'est-à-dire qu'on soumettait les personnes à des régimes riches en viande et on observait les résultats. Alors déjà, une première chose, c'est qu'on observe des changements au niveau du microbiote très rapidement, beaucoup plus rapidement que ce qu'on pourrait imaginer. Au bout de 3 jours, on a déjà un changement de la composition du microbiote. En revanche, les entérotypes restaient souvent les mêmes. Par contre, certaines études plus longues, donc sur plusieurs mois, ont montré qu'effectivement, on peut changer son entérotype. Et puis, il y a
quelque chose qui s'appelle la chirurgie de l'obésité, où on fait donc cette fois-ci une intervention au niveau de l'estomac qui entraîne une perte de poids très importante chez les personnes. Et on s'est intéressé à savoir si le microbiote et notamment les entérotypes changeaient après ce type d'intervention. Et c'est le cas, notamment l'entérotype Bacteroides a tendance à disparaître après ce type d'intervention. Là aussi, je glisse une autre question. Vous nous avez pas mal parlé justement de l'entérotype Bacteroides, Prevotella, et quasiment pas du Ruminococcus. Pourquoi? Bon, alors déjà, effectivement, ce serait simple, ce serait simpliste de dire qu'il y a un bon flic et un mauvais flic, que le bon flic, ce serait Prevotella, et le mauvais flic, ce serait Bacteroides. Il y a beaucoup de bactéries bénéfiques dans l'entérotype Bacteroides. Qui ont des fonctions essentielles pour nous. Et même quand on a l'entérotype Prevotella, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de Bacteroides, ça veut simplement dire qu'on en a moins. Et concernant l'entérotype Ruminococcus, il est aussi constitué de beaucoup de bactéries qui sont essentielles. Et c'est celui qui est associé à la richesse du microbiote la plus importante. Donc les personnes qui ont l'entérotype Ruminococcus ont souvent le microbiote le plus divers. Voilà. Madame, là-haut. Bonjour. Le microbiote aurait des propriétés anti-inflammatoires. Est-ce que vous pourriez nous préciser ça, s'il vous plaît? Alors ça, voilà, donc effectivement, c'est un domaine de recherche aussi très important concernant le microbiote. Donc vous savez, il y a les maladies inflammatoires, si on peut en nommer quelques-unes, il y a les maladies inflammatoires de l'intestin. Par exemple, la maladie de Crohn, qui est une inflammation chronique de l'intestin. Et là, maintenant, c'est quand même très clair, effectivement, le microbiote est extrêmement différent chez les personnes qui ont ce type de maladie. Alors, les hypothèses pour expliquer ces liens entre microbiote et inflammation, il y en a beaucoup. La première, c'est que, comme je vous disais dans l'exposé, le microbiote permet d'entretenir la barrière de l'intestin. Et si cette barrière elle est dysfonctionnelle, il y a beaucoup d'éléments qui sont dans l'intestin, des éléments pathogènes qui peuvent passer dans le sang et qui vont induire une réponse inflammatoire. Donc finalement, déjà, si on a un microbiote qui permet d'entretenir cette barrière, on n'a plus cet effet-là de l'inflammation causée à la rupture de la barrière. Puis l'autre chose, c'est que le système immunitaire, c'est pas seulement la réaction aux infections, c'est aussi la tolérance aux infections. Et c'est très important, parce qu'il faut faire des réactions inflammatoires quand il faut, mais il ne faut pas les faire quand il ne faut pas, parce que c'est aussi très néfaste. Et là aussi, le microbiote sert finalement à l'éducation de notre système immunitaire. On ne sait pas ce que ça donnerait la vie sans microbiote, mais probablement on aurait des réactions inflammatoires très inadaptées sans le microbiote intestinal. Oui, bonsoir. Vous nous avez parlé de l'explosion de l'obésité, du surpoids et du fait que le microbiote se constituait dans les 3 premières années de la vie. Est-ce qu'il y a des travaux qui sont faits justement sur les jeunes enfants pour essayer d'enrayer l'obésité plus tardive? Alors, il y a beaucoup de recherches là-dessus, effectivement. Déjà, quand même, pour tempérer un petit peu mon propos, l'obésité, comme le diabète, c'est multifactoriel. Et la première cause, je pense que c'est le changement de notre mode de vie, avec une plus importante sédentarité, une consommation d'aliments plus riches en graisse, plus sucrés. Et c'est ça le principal facteur. Ensuite, le microbiote joue certainement un rôle. Et il y a énormément d'études qui se sont intéressées à savoir si, effectivement, avoir eu des traitements antibiotiques dans ces premières années de la vie ont des effets plus tard sur le surpoids, l'obésité. Et ça a été retrouvé maintenant dans beaucoup d'études. Effectivement, on retrouve plus de surpoids, plus de diabète plus tard quand on a été exposé à des traitements antibiotiques dans l'enfance. Alors bien sûr, ces études peuvent être biaisées. S'il y a eu des traitements antibiotiques dans l'enfance, il y avait peut-être une raison qui a influencé ensuite la vie, mais il y a effectivement
beaucoup d'études là-dessus. Ensuite, essayer d'empêcher le développement de l'obésité en agissant sur le microbiote. Je pense que pour le moment, on n'a pas de preuves sur ça, mais on peut appliquer, je dirais, un principe de précaution qui est d'éviter les traitements antibiotiques inutiles, et notamment dans la petite enfance, où un traitement antibiotique, quand on en a besoin, il est important, mais quand il est inutile, il peut potentiellement, effectivement, causer des effets néfastes. Je tiens à préciser que pour les personnes qui sont tout en haut, il y a aussi un micro à votre disposition. Donc vous pouvez entrer dans la discussion, on vous entendra avec beaucoup de plaisir. Alors oui, monsieur, ici, et puis ensuite je reviens là-haut. Allez-y, monsieur. Oui, vous avez évoqué le rôle du microbiote dans certaines maladies auto-immunes, le Crohn en particulier. Pourriez-vous dire un mot de l'impact dans d'autres maladies telles que la sclérose en plaques, par exemple, voire le diabète de type 1? Est-ce qu'il s'agit d'un effet épigénétique? Quelles sont les hypothèses actuelles? Alors, là, on s'éloigne de mon domaine à moi de recherche, mais je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Donc, il y a effectivement là aussi, notamment pour la sclérose en plaques, beaucoup d'études d'association, et j'insiste sur le terme des études d'association qui ne veulent pas dire qu'il y a une causalité, mais on observe effectivement des différences du microbiote chez les personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques versus des personnes qui ne sont pas atteintes de sclérose en plaques. Donc là encore, les maladies auto-immunes, c'est quelque chose qu'on comprend peu finalement au niveau du mécanisme qui aboutit au développement de ces maladies. Les hypothèses, là encore, pour expliquer cet effet du microbiote, ça pourrait être l'entraînement justement de notre système immunitaire. Et dans les maladies auto-immunes, ce qui est clé, c'est la tolérance du système immunitaire, parce qu'une maladie auto-immune, c'est un emballement du système immunitaire contre soi, c'est-à-dire qu'on se met à produire des anticorps contre soi. Et si le microbiote joue un rôle, ça pourrait être via ce type de mécanisme. Puis pour le diabète de type 1, effectivement, là, on essaye même de développer des outils qui permettraient de prédire, grâce au microbiote, qui est à risque de développer un diabète de type 1. Parce qu'on observe des différences de microbiote chez les personnes qui ont un diabète de type 1 versus les personnes qui n'en ont pas. Mais on n'a pas encore la clé du mécanisme de tout ça. Oui, alors, un complément? Oui, c'est ça, un petit complément. Je voudrais faire référence en particulier à la théorie environnementale de Bach, Jean-Sébastien, Bach, cancérologue, dans la sclérose en plaques, qui pourrait être une ébauche d'explication sur le fait que cette maladie va se développer plutôt en climat tempéré, froid, y compris chez les migrants issus de pays plus chauds, du sud de la Méditerranée, qui vont acquérir un risque de développer la sclérose en plaques plus important que leurs congénères restés au pays. C'est vrai aussi d'ailleurs pour les Antilles, tout en ayant un risque inférieur à la population autochtone des zones tempérées froides. Bien, quel lien dans tout cela avec le microbiote? C'est une excellente question. Donc, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, les maladies auto-immunes sont plus fréquentes dans les pays plutôt développés, avec effectivement une hygiène plus importante. Donc, on en est au stade de la supposition, qui est basée aussi sur des associations de changements de microbiote, enfin de différences de microbiote dans ces maladies. Mais pour le moment, de causalité, je pense qu'on n'est pas capable de... On ne peut pas dire ça pour le moment. Il y a une question un peu plus haut. Vous avez signalé que le microbiote apparaissait à la naissance. Est-ce à dire que la mère protège le fœtus avec le sien? Alors d'accord. La mère va être la première exposition du bébé au microbiote. Donc pendant la vie fœtale, le bébé n'est pas exposé aux bactéries et il est protégé par les anticorps de sa mère contre les infections
il n'est pas protégé par le microbiote, puisque le microbiote ne passe pas par le placenta pour aller jusqu'au bébé, hein, puisqu'il vit dans l'intestin de la mère. Donc, est-ce que le microbiote de la mère a un impact sur la vie fœtale? C'est possible de l'envisager, là encore via les métabolites qui sont fabriqués par le microbiote, mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on est protégé par le microbiote de sa mère. En tout cas, on est exposé au microbiote pour la première fois avec sa mère. Alors, j'ai vu 2 mains se lever, madame, et puis ensuite vous, madame. Oui, vous avez parlé du microbiote des obèses. Est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a des travaux par rapport aux anorexiques? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a une équipe de l'hôpital de Garches, hôpital Raymond Poincaré, qui est un centre de référence pour l'anorexie mentale et notamment les cas très sévères. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit la même observation qu'on a faite dans l'obésité, c'est-à-dire cette diminution de la diversité, la perte de la richesse. On observe la même chose chez les personnes qui sont atteintes d'anorexie mentale et qui donc ont une restriction, une perte de poids sévère, une restriction calorique sévère. Et on observe aussi une composition plus importante en bactéries qui sont capables justement d'apporter de l'énergie. Madame. Oui, bonsoir. Alors j'ai lu une étude du professeur Castronovo, je ne sais pas si vous connaissez, qui travaille en micronutrition et en médecine fonctionnelle, et qui explique que à travers le microbiote, il y a aussi cet espace des villosités intestinales et en tout cas cette muqueuse vit essentiellement grâce à la glutamine, cet acide aminé qui permet de resserrer les jonctions lorsqu'elles sont un petit peu élastiques et qui joue aussi énormément sur ce microbiote et qui l'influe. Qu'est-ce que vous pensez de cet acide aminé? Est-ce que vous l'étudiez? Est-ce que ça fait partie de vos recherches? Et notamment pour l'inflammation en général. Alors c'est intéressant parce que nous on a fait une étude justement pour savoir s'il y avait un impact de la consommation de protéines chez l'homme sur le microbiote. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a une augmentation qui est induite quand on mange plus de protéines de la dégradation de la glutamine. Donc, pour répondre sur la glutamine spécifiquement, et puis plus largement sur ce que vous disiez sur les villosités et sur l'importance de la barrière, c'est-à-dire vraiment les jonctions entre les cellules de l'intestin qui empêchent les molécules de passer. Donc on a réussi aussi à réaliser une étude dans le laboratoire. Ce qu'on a observé, c'est que cette barrière intestinale, elle est altérée en situation d'obésité. C'est-à-dire que justement les jonctions sont plus perméables chez les personnes obèses que chez les personnes non obèses. Ça, on mesure ça en faisant des tests où on analyse des molécules qui normalement ne sont pas absorbées et on les mesure dans le sang. Et ce qu'on observe, c'est que les personnes obèses vont avoir un taux plus élevé de ces molécules-là. Donc, ce qui signifierait que leur barrière intestinale est un peu dysfonctionnelle. Voilà. Alors, monsieur là-haut, au centre, vous pouvez relever la main que l'on puisse vous repérer. Voilà. Et puis ensuite, monsieur ici. Bonsoir. Je voudrais savoir s'il existe des études montrant des interrelations entre le biofilm dentaire et puis la flore intestinale. Et également, lorsqu'on a des dérèglements au niveau de la flore intestinale, est-ce que ce dérèglement peut se reporter au niveau du biofilm dentaire, notamment dans le cadre de maladies parodontales? Alors, question très à la mode. Il y a effectivement maintenant des liens très 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 intéressants entre les maladies parodontales, donc les maladies de la plaque dentaire notamment, et la composition du microbiote. Et donc on étudie maintenant de plus en plus le microbiote, plus seulement intestinal mais aussi oral. Donc on fait des prélèvements salivaires pour l'analyser. Et si vous vous souvenez, je vous ai parlé
de ce métabolite qui était issu de la dégradation de la viande rouge et qui est associé aux maladies cardiovasculaires, et donc qui s'appelle le TMAO, donc qui est produit par le microbiote intestinal. Il semblerait qu'il peut être aussi produit par les bactéries qui vivent dans le microbiote oral. Et ce qui a été assez intéressant, c'est que on a remarqué qu'effectivement les personnes qui ont une maladie parodontale ont un risque plus important de développer des maladies cardiovasculaires. Et quand on transplante de la salive, donc du microbiote oral de personnes qui ont une maladie parodontale à des souris, elles peuvent développer des maladies cardiovasculaires. Donc oui, c'est probablement très important aussi. Et d'ailleurs, dans l'ensemble, le microbiote ne se résume pas au microbiote intestinal. Oui, monsieur. Oui, bonsoir, félicitations pour votre exposé. J'ai un caractère assez curieux, je ne sais pas si c'est lié à mon microbiote, mais si je veux savoir de quel entérotype je suis, est-ce que c'est possible? Donc, est-ce que le microbiote est un examen de routine? Oui. Boucler la boucle. Donc oui, c'est possible. Si vous cherchez, vous allez trouver des laboratoires qui proposent de réaliser ça. Donc c'est pas fait en routine parce que pour le moment, on n'a pas d'application derrière. Donc on ne fait pas des examens en routine quand on n'a pas d'application derrière. Nous, on fait de la recherche, nous, sur, voilà, en fonction de tel entérotype, est-ce que tel type d'alimentation va être favorable. Ensuite, pour ce qui est de l'autre partie de votre question qui était sur la consistance des sels, on a des outils pour mesurer ça. Il y a un score qui s'appelle le score de Bristol qui va de 1 à 8. Et donc je vous laisse, c'est très imagé. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'effectivement, il y a un entérotype en particulier qui est plutôt associé à des sels plus liquides. Et puis le ruminococcus, justement, lui, il est plutôt il est plus représenté chez les personnes un peu constipées. Voilà. Alors, une question, là encore, qui fait le lien un peu avec ça, du repérage de son profil, en tout cas de son entérotype. Moi, à vous entendre, j'ai l'impression qu'il y a plein de perspectives d'avenir, en fait, en termes, vous parliez tout à l'heure de nutrition personnalisée, de nouvelles thérapeutiques à partir du microbiote. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un champ qui est investi plutôt par la recherche publique, ou est-ce que des labos privés se ruent sur ces sujets pour créer de nouveaux produits? Vous voyez tout à l'heure les gélules du futur, mais est-ce que les acteurs privés sont en plein dans ce domaine? Les deux. Donc la recherche publique, oui. Donc moi j'en fais partie et il y a énormément de recherches et on essaie de développer justement maintenant des applications thérapeutiques parce qu'on en est maintenant, on espère en arriver à ce stade-là. Et puis pour la recherche privée, il y en a beaucoup aussi. Donc finalement, si vous êtes allé dans une pharmacie récemment, vous avez tous dû voir le rayon probiotique, prébiotique. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, pour le moment, au niveau des probiotiques, alors a priori, ça ne fait pas de mal, mais on a rarement prouvé que ça avait des effets positifs. Probablement parce que les bactéries qu'on administre, elles ne s'implantent pas bien. Donc, il y a énormément effectivement d'acteurs privés et puis il y a beaucoup maintenant d'acteurs privés qui proposent de séquencer le microbiote et puis du coup de donner des conseils qui en découlent, etc. Mais pour moi, ça reste un peu prématuré parce qu'on manque encore de données fiables pour pouvoir donner des recommandations médicales thérapeutiques. D'ailleurs, on l'a entendu dans vos propos, vous avez tout au long de la soirée parlé d'associations pour l'instant. Voilà. Et ça, c'est important, je pense, à garder en tête. Allez, une dernière question et après, on conclut. Quelqu'un qui n'a pas encore pris la parole? Non? Alors, madame, on vous écoute à nouveau avec plaisir. Je voulais savoir si des régimes type régime signalé ou si des cures de jeûne peuvent modifier le microbiote. Excusez-moi, je n'ai pas entendu le premier. Signalé, le régime signalé. Du docteur signalé. Non. Excusez mon ignorance, est-ce que vous pouvez le décrire? C'est justement une alimentation avec peu de viande, beaucoup de fibres, beaucoup de céréales,
qui est préconisé dans des maladies comme la spondylarthrite, enfin toutes les maladies inflammatoires en fait. Donc pour ce régime en particulier, j'ai pas de réponse spécifique. Ce qui est certain, c'est que bon, voilà, je vous ai présenté quelques régimes où finalement ce qui est fondamental, on va dire, c'est la balance entre les fibres et puis les apports en protéines, je pense, pour le microbiote. Et donc il pourrait avoir des effets différents selon le microbiote. Sur ce régime en particulier, j'ai pas de réponse spécifique. Et sur la deuxième partie, peut-être sur le jeûne ? Sur le jeûne. Alors, sur le jeûne, là non plus, je suis sûr qu'il doit y avoir des études, mais je ne les connais pas. En revanche, ce qu'on a remarqué, c'est que selon le moment de la journée où on analyse le microbiote, il y a des changements de microbiote qui sont donc déjà probablement liés effectivement à quand est-ce qu'on a mangé pour la dernière fois. Donc, ne serait-ce que le moment de la journée, si c'est la nuit, si c'est le jour, il y a des modifications de microbiote. Donc, à coup sûr, le jeûne, effectivement, influence le microbiote. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à vous toutes et tous pour votre écoute active. Merci beaucoup, Dr Pierre Belle-Lassène, pour votre exposé.